Bienvenue dans Un éclair de génie. Aujourd'hui, on accueille une femme à la voix en or. Elle passe du lyrique à la comédie, du théâtre à la télé. Entre vocalise et émotion, on va vivre un moment suspendu. Alors, respirez profondément, redressez-vous et laissez-vous emporter par ce nouvel épisode. Artiste complète, pédagogue passionnée et révélée cette année au grand public dans Star Academy, elle a su imposer son style, exigence, humour et un charisme de fou. Sophia Morgavi, bienvenue dans Un éclair de génie. Merci Maxime. Merci d'avoir accepté mon invitation. Sophia, tu es une femme de rituel. Je suis sûr que tu es venue faire 2-3 vocalises avant d'être à ce micro, non ? Non, pas du tout. Au nature, à l'authentique. Absolument, très spontané. Tu as un parcours atypique, du lyrique à la comédie, mais à quel moment tu as su que ta voix serait ton passeport pour la scène ? Très tôt, Maxime. Très tôt, parce que dans le regard de mes proches, je voyais des étoiles. Chaque fois que j'ouvrais la bouche, je me dis tiens, je procure des émotions avec ma voix. Je vais peut-être en faire quelque chose. Tu avais quel âge ? 5 ans. Je reviens toujours à mes 5 ans. Ah, c'est très très tôt. C'est très très tôt. En effet, j'ai toujours chanté en voiture, dans le salon de coiffure de ma mère, à l'école, en chemin. Chanter, c'était tout à fait naturel et ça l'est toujours. Ouais, tu es issu d'une famille d'artistes ou pas ? Contrarié, on va dire. Vous aviez ça dans le sang, en quelque sorte. Oui, tout à fait, ouais. Tout à fait. Toi qui es né à Toulon, tu rêves très tôt de spectacle. Tu chantes ensuite du Verdi, tu joues Phèdre, tu interprètes Carmen sur TF1 dans Section de recherche. Et en 2024, tu deviens la prof de chant qui fait l'unanimité dans Star Academy. Ta carrière, c'est un peu comme une pochette de surprise, j'ai l'impression, non ? Oui, je dirais que j'avais quand même un plan. Très tôt, j'avais un plan et j'ai fait des rencontres sur mon chemin qui m'ont nourri, qui m'ont fait grandir. J'ai beaucoup appris. Je savais que quelque chose de beau m'attendait à Paris. Mm-hmm. Et moi qui suis originaire de Toulon, j'ai décidé un jour, à 40 ans, crise de la quarantaine, de quitter mon sud. En 2011 ? Absolument, pour venir à Paris et faire suivre des cours de théâtre au cours Florent, au conservatoire. Et il y a toujours le chant dans mon histoire, l'enseignement qui me passionne. Mais je savais que quelque chose allait se produire. Je ne peux pas t'expliquer comment. Au fond de toi, la petite étincelle en quelque sorte. Oui. Ce sentiment, cette intuition un peu poussée. Tout à fait, c'est ça. En fait, je crois que c'est le rêve, avoir des souhaits, des désirs et des rencontres comme ça. C'est comme sur mon chemin, des petites pierres précieuses que j'ai ramassées. Et puis, je suis arrivée, cette proposition très belle. Entre tout ce que j'ai fait dans ma vie, je trouve ça magnifique, que ce soit à l'opéra, au théâtre, dans une classe de cours. Et en parlant d'opéra, tu t'es formée auprès de grandes figures comme Claude Méloni, baryton français, Andrea Guillot, cantatrice soprano. Quels conseils t'ont le plus marqué venant de ces professionnels qui étaient très installés ? Eh bien, c'était d'être authentique. La voix naturelle, ça c'est vraiment resté. Claude Méloni était un dingue du grand répertoire. Donc tout de suite, avec ma voix, il a eu envie de m'entendre dans des ouvrages puissants, Puccini, Verdi. Andrea Guillot m'a appris à respirer. La technique que j'enseigne aujourd'hui, je lui dois. Et là où elle est aujourd'hui, je pense qu'elle est fière parce que je transmets sa pédagogie. Une technique de respiration qui passe par le ventre, j'imagine, mais pas que. Pas que, en fait le chant c'est un mélange de respiration, de corporalité et d'émotion. Voilà. Quand on a compris ça, on construit sa voix naturelle et on fait passer des émotions avec sincérité. Quand tu arrives à Paris en 2011, qu'est-ce que tu dis ? Tu dis Paris va m'ouvrir les bras ou Paris va me tester ? Je me suis dit je vais tester Paris. Et je vais m'offrir à Paris. Voilà ce que je me suis dit. Et j'ai cru en ma bonne étoile en activant ce qui est important, c'est le travail. Donc j'ai cherché à apprendre. Donc très de manière progressive. Absolument. Ouais.
Voilà, donc rencontrer des artistes que j'affectionne particulièrement, aller au théâtre, travailler, j'ai beaucoup appris. Passer des auditions aussi? Passer des auditions, des castings, et je sais pas, il y a une... quelque chose une idée reçue qui pour moi est valable aujourd'hui, puisque je l'ai vécu. Il faut 10 ans de vie artistique à Paris pour pouvoir en vivre ensuite. Donc c'est un cycle formatif. Pendant 10 ans, on se forme, on fait des rencontres, on laisse des traces, on sème, et après on récolte ce qu'on a semé. Donc tu as récolté ce que tu as semé. En 2021, c'est très récent. Si je suis la lignée de 10 ans entre ton arrivée et aujourd'hui. Oui, la chance que j'ai eue, c'est qu'en quittant mon sud, j'ai envoyé un CV pour une comédie musicale qui se joue au Palais des Congrès à Paris, et j'ai été retenue. Parce qu'il cherchait une chanteuse lyrique un peu faux-folle pour faire une fée de l'hiver dans Le Noël magique de William Corso. Je lui dois ses premiers pas à Paris. Donc je pose mes valises et je suis engagée dans ce spectacle musical. Et c'est Joanne Nuss qui avait fait la chorégraphie. Donc j'ai rencontré déjà des artistes incroyables sur ce premier projet parisien. Et entre 2 auditions, tu n'as jamais pensé à renoncer? Parce qu'il y a beaucoup de réussites, parfois on n'est pas pris. Non, t'as toujours eu... Non, au contraire, parce que pour moi, il n'y a pas... les échecs sont des... ça nous permet de progresser. Et ça, je le vis comme ça. C'est-à-dire que si on me dit, non, souvent j'étais l'éternelle seconde. Et un jour, j'ai compris pourquoi j'étais l'éternelle seconde. Et j'ai travaillé sur cet aspect-là. Et ensuite, les choses se sont... développées, déployées. Ouais. Pourquoi tu es restée pendant longtemps l'éternelle seconde? T'as compris quoi, en fait? Je pense que c'était inconscient. Il fallait que je travaille sur pourquoi je suis là, je suis là, qu'est-ce que je veux montrer, à qui je veux le montrer. Quel est le but de cette quête? Quand je me suis posé ces questions, j'étais plus là pour me frotter à un niveau, me dire tiens, j'arrive à Paris, c'est le Graal, les artistes sont magnifiques. Gamine, je voyais à la télé tous ces acteurs de théâtre comme Jacqueline Maillan, Maria Pacom, des références. Et ces références-là, je voulais pouvoir les rencontrer et puis travailler avec des artistes qui ont rencontré ces personnalités. On dit souvent que la scène lyrique, elle est exigeante, parfois dure. Comment tu as trouvé ta place sans perdre ta joie ni ton humour? Je crois que c'est ma nature. C'est ma nature. Parfois, je me suis beaucoup ennuyée dans des productions parce que je trouvais les gens beaucoup trop sérieux. Très premier degré, quoi. Oui. On peut être chanteur lyrique et être léger aussi. Françoise Paulet, que je continue de voir, qui est aussi ma coach en lyrique aujourd'hui, je continue de me former, vous savez. Tant que je suis sur scène et que je suis exposée, je travaille. Parce que le public doit recevoir une restitution qui est fidèle à l'ouvrage. Donc je travaille, et Françoise Paulet est très drôle. Ouais. C'est une cantatrice qui a beaucoup d'humour. Complètement cohérente avec ta personnalité. Voilà, c'est ça. Tu es à l'affiche de Ménopause, la nouvelle pièce d'Alex Goode, et je crois que tu avais passé le casting avant même de faire la Starac. Oui, tout à fait. J'ai passé le casting il y a 1 an, on s'est rencontré avec Alex, il est hyper sympa, on s'est vu dans un bistrot, il m'a parlé de la pièce, puis c'est resté en stand-by. À l'époque, je jouais pendant ce temps Simone Veil à la Comédie Bastille, et j'avais d'autres projets. Et puis, je passe le casting avant la Starac. Moi, je savais que j'allais faire la Starac, mais je n'en parlais pas parce Bien que... sûr, voilà, il y a la confidentialité. C'est ça, absolument. Et puis, Alex m'a appelé juste après. Très Il me bien. dit, qu'est-ce que tu fais? Je suis en vacances. Eh ben, t'arrêtes d'être en vacances, tu rentres parce que tu vas jouer dans Ménopause. Dans Ménopause, tu y incarnes Séverine, chef d'entreprise, puissante, qui en impose. Tu te sens proche d'elle ou toi, c'est tout l'inverse? Je me sens proche d'elle. Ouais, quand même. La rigueur, mais en même temps... l'humanité, je trouve le personnage, franchement des 4 personnages, la star, la maman dépassée, la baba cool avec son jardin mexicain, et la femme d'affaires, ça me représente parce que je suis tout le temps dans l'action, et dans l'expectative, dans la projection. Ce rôle, c'est aussi celui d'une femme de pouvoir qui dirige. Toi aussi, tu as monté ton école de chant, tu formes des élèves, tu mènes ta barque.
tu te sens un peu comme une chef parfois. Oui, je me sens comme une chef et je me sens très bien. Comme en tant que chef, par exemple, dans Plus belle la vie, j'avais un rôle de chef encore. Il y a toujours chef cette notion. culinaire, c'est ça? Ouais, chef cuisine, c'est ça, absolument. Chef, je ne sais pas ce que ça représente, mais en tout cas, guide. Voilà. Guide, entreprenante aussi. Oui, tout à fait. J'aime entreprendre, j'ai beaucoup d'idées et ça fait partie de ma personnalité. Et puis le sujet de la pièce, c'est aussi la ménopause, un mot qu'on ose à peine prononcer encore aujourd'hui. Est-ce qu'en incarnant ce personnage, en riant, en le chantant, ce spectacle t'a permis à toi, Sophia, de poser un autre regard sur cette étape de la vie ? Je me suis sentie très alignée avec la pièce parce que j'avais déjà ce regard-là. C'est-à-dire que je suis toujours dans... J'ai quelque chose... je suis avant-gardiste dans... t'as un coup d'avance à chaque fois. Absolument. Voilà. Donc c'était tout à fait aligné avec ce que je ressentais de la ménopause, d'autant que c'est une période que j'ai traversée sans difficulté. Sans heurts. Ouais, absolument. Et aujourd'hui, tu le chantes, et tu le danses, et tu joues la comédie. Parce que c'est une comédie. C'est une comédie. Qu'est-ce qu'on rit ? On se marre. Ouais. On se marre. Il y a tout dans cette pièce, tout ce que j'aime faire. Je disais, danser sur Clo-Clo, j'adore ça. Donc là, je danse sur Clo-Clo, chanter, m'amuser avec ma voix, basculer d'un registre plus rock et puis le registre lyrique, c'est extraordinaire. C'est bien la preuve qu'on peut chanter du lyrique et danser et chanter sur Clo-Clo. L'un n'empêche pas l'autre. Oui. Parce qu'on aurait tendance à mettre des gens dans des cases, parfois, encore aujourd'hui. Oui, le lyrique, ça représente la rigueur. Et il faut cette rigueur pour faire ce métier. Vraiment, on est très exposé. Par exemple, Nathalie Dessay et Patricia Petitbon sont des chanteuses lyriques qui sont déjantées, avec beaucoup de folie aussi. Bien sûr. Tu dirais quoi à celles qui pensent qu'à 50 ans, on a moins de place dans le monde artistique ? Je dis, aujourd'hui, non, les choses sont en train de changer. Vraiment, les esprits se sont ouverts et on se rend compte qu'à 50 ans, il y a de jolis rôles pour les femmes, mais parce qu'on s'est battu. C'était pas gagné. C'était pas gagné. Il y avait des clivages et un jeunisme. Même à l'opéra, il y a du jeunisme. Vous savez, quand on engage une jeune chanteuse qui a 25 ans pour jouer un personnage de 40 ans, de 60 ans, par exemple la Tosca, c'est aberrant. Alors qu'une femme de 40 ans, 45 ans, 50 ans peut chanter la Tosca. Donc il y a du jeunisme dans certaines disciplines. Et fort heureusement, le théâtre et le cinéma, ça représente la vie. Donc il nous faut tous les personnages. Et les femmes de 50 ans aujourd'hui ont pris le pouvoir. Et c'était une bonne chose. Absolument. Et en dehors de la scène, la femme que tu es aujourd'hui, elle ressemble à celle que tu rêvais à 20 ans ? Oui, tout à fait. Génial. Je me suis projetée exactement au même endroit. Et comme je suis aujourd'hui avec vous, oui, c'est vrai, j'avais cette projection-là. Et entre deux scènes, tu bosses toujours donc ta méthode de chant. C'est quoi ta philosophie vocale ? Rigueur, mais fun ? Alors, ma philosophie, c'est m'adapter aux personnalités. Être à l'écoute. Si j'ai des personnes qui sont un peu plus introverties, je ne vais pas les contrarier dans leur nature. Donc, je suis très à l'écoute des individus pour faire émerger leur singularité, leur expression artistique, naturelle. Je ne contrarie pas. Il y a toujours du fun, mais c'est inconscient, puisque mes élèves m'ont dit « tu vas faire la Starac, ça va être très drôle ». J'étais très surprise de ces propos. J'ai dit « ah bon, comment ça va être très drôle ?» Mais tu ne te rends pas compte. Quand tu es en cours, tu nous fais beaucoup rire. Ça nous détend. Et voilà. Donc après, c'est une question de feeling. Les gens qui viennent à moi sont des gens qui sont prêts à recevoir ce que je vais pouvoir leur enseigner. Sophia, soyons honnêtes, tu es la révélation prof de cette saison à la Star Academy. Les retours sur toi sont dithyrambiques. Tu t'y attendais ? Oui. Oui, je sais pas à quoi répondre à ça. J'avais pas d'attente. J'étais challengée par un très beau projet, aveuglée par ce plaisir d'être parmi ces jeunes artistes qui prennent leur envol pour les guider, et je n'avais pas d'attente particulière. J'avais confiance en
mon potentiel, confiance aux personnes qui m'ont engagée, parce que ce sont des personnes qui ont l'habitude. Donc, en partant de ce postulat, mon expérience, mon désir et la confiance de mon entourage, je me doutais bien que ça allait bien se passer. Voilà. Et maintenant, si je fais l'unanimité, c'est formidable. Bien sûr. Raconte-nous ce soir-là où la prod t'appelle, dentifrice en bouche. C'est très drôle. Je sortais d'un dîner avec des amis et je ne pouvais rien dire en plus. C'était confidentiel, je ne pouvais pas parler de ce projet. Donc oui, mon mari était au courant, bien évidemment. Sûr. Les proches des proches. Absolument. Eh bien, on rentre, c'est 22h passées. Donc je suis en train de me brosser les dents et là, je vois le téléphone sonner et je vois le numéro de Jeanne Collin. Directrice de casting de la Star Academy. Directrice de casting, avec qui j'ai passé 2h30 face caméra pour la première rencontre. Ah, il y avait une première rencontre avant. Oui, mon cher, il y a une première rencontre qui a duré 2h30, c'est un casting. Qui consistait en quoi? Tu regardais des images et tu commentais ces images? Non, elle m'a posé plein de questions. C'était comme une interview. Elle m'a demandé aussi comment j'enseignais. Je les ai fait chanter. Ensuite, j'ai analysé des images de la Starac précédente, puisque j'avais jamais vu l'émission. J'étais sur scène. Voilà, ça c'était la première rencontre. Combien de temps avant le coup de fil? Après ça, j'ai eu la rencontre avec les producteurs. Ah, il y a une deuxième rencontre. Une deuxième rencontre. D'accord. Donc entre le mois d'avril où je reçois le SMS sur Instagram, il se passe 3-4 mois avant. On t'a que ce soit contacté sur Insta? Yes. Oh, c'est génial. Sur Insta. Vive la technologie. Ouais, je me suis dit, heureusement que je suis pas has-been et que j'avais un compte Insta. Et voilà, et puis je vois le numéro de Jeanne, la bouche pleine de dentifrice, et dans mon cerveau ça fait... Alors attends, 22h15, Jeanne t'appelle. Elle peut pas être sadique et t'appeler pour te dire désolé, tu n'as pas été retenue à 22h30 parce qu'elle va se dire que je n'ai jamais dormi. Oui. Alors donc en fait, elle est en train de m'annoncer certainement que je suis prise pour la Starac. Et c'est ce qui s'est passé. Donc j'ai décroché parce que j'étais le temps que je réfléchisse à la 4e sonnerie et plein de dentifrice. Alors j'essayais de ne pas faire entendre évidemment et puis j'ai répondu à Jeanne qui me dit je t'annonce que ouais c'est formidable, champagne, j'avais une bouteille de champagne au frigo, j'ai mon mari. Alors tout le monde est là, suspendu. Je raccroche, non mais j'hallucine, c'est moi. Ça y est, c'est bon, c'est good. Voilà. C'est génial. C'est incroyable. Une vraie reconnaissance aussi. Une vraie reconnaissance. De ton travail, des années passées sur scène et même à enseigner. Absolument. Ce que tu dis, c'est une reconnaissance. D'être là et d'avoir été choisi parmi tant d'autres. Et je suis persuadée qu'il y a des gens formidables qui auraient fait le job aussi. C'est un concours de circonstances. On a parlé de moi à Jeanne. J'ai coaché un très bon chanteur, Éric Jettner, qui est dans Notre-Dame en ce moment en tournée, et qui a parlé de moi à Jeanne. Tu as dit, mais c'est la personnalité qu'il vous faut. Incroyable. Le bouche à oreille. J'ai semé de 2011 à 2024. J'ai semé avec mon travail. C'est vraiment la force du poignet. Ouais. Pour en récolter les fruits. Ouais. Et ce qui est formidable avec la Star Academy, c'est ça. C'est que tout le monde peut avoir sa chance. Il ne faut pas être un nom, une personnalité pour être choisi comme coach. Il faut avoir des références et une expertise. Quand tu débarques la première fois sur le plateau de la Star Academy, il y a l'orchestre, le public, les lumières... Nikos qui arrive. Qu'est-ce qu'on ressent à ce moment-là? Parce que les élèves, oui, c'est leur première fois, mais pour toi également, c'est ta première fois. J'étais tellement contente. J'ai pas eu le trac. Vraiment pas. Et puis c'est drôle parce que Mathieu est venu me voir et m'a dit mais top, c'est incroyable. On dirait que tu as fait ça toute ta vie. Je dis mais j'ai fait ça toute ma vie. Voilà. Oui, Mathieu Vergne, le producteur. Je dis mais j'ai fait ça toute ma vie, Mathieu. C'est mon métier. Je suis professeur et jury d'examens, de conservatoire, de concours internationaux. J'ai toujours fait ça. La différence, c'est qu'il y a des caméras. Mais ça me change rien dans ma vie, ça. Je reste telle que je suis. Et fierté d'arriver, traverser, voir le desk, avec des personnalités comme mes
camarades qui avaient déjà fait la Starac, Michael, Nikos, que j'adore, eh bien, j'avais le cœur qui battait la chamade. C'était un rendez-vous amoureux avec ma vie, un rendez-vous amoureux avec le public, avec ces élèves que j'allais voir grandir à l'instant T, parce que c'est hyper rapide. Hein, voilà. Donc j'étais heureuse. Heureuse, excitée, avec un petit peu de stress, j'imagine, quelques secondes avant le direct. Ou de trac? Un trac plutôt positif, qui me permet de me dépasser. Comment tu as trouvé ta place dans l'équipe pédagogique de la Starac? On avait l'impression que vous étiez très soudés quand même. Ouais, c'est une belle équipe, on s'apprécie énormément. C'était fluide, on était à la fois... Parce qu'en fait, c'était étonnant derrière ce desk, on est à la fois comme des enfants, derrière un bureau, des potages, à se faire des blagues, à écouter. Et puis en même temps, on a bien conscience qu'on est là et qu'on a de la chance d'être là. Et ça s'est passé d'une manière très très fluide. Parce que tous avec des personnalités différentes, avec un talent différent. Il n'y a pas quelqu'un qui essaie de se tirer la couverture, de prendre la lumière. Tout le monde rayonne dans cette entité-là. Et on a travaillé en transversalité, on s'est beaucoup parlé. Et puis on était tous là pour la même chose. Et les faire progresser. D'ailleurs, ces élèves, tu les appelles souvent mes chéris, que tu veux faire progresser. Tu as un regard bienveillant mais exigeant, c'est ta marque. Oui, parce que l'exigence, ça fait partie de ma personnalité. C'est comme ça que moi, on m'a appris aussi. Donc, je ne fais que reproduire un schéma avec cette exigence. Et puis, je peux effectivement, de temps en temps, les gronder. Mais ils entendent dans le ton de ma voix. C'est un recadrage pédagogique naturel, quoi. Absolument. Quelle a été ta plus grande émotion au château? Un moment où tu t'es dit... Là, je suis exactement à ma place. La première évaluation, je pense. La première évaluation. Juste après le prime, parce que ça, c'est incroyable. On les découvre ce soir-là. Vous n'aviez pas vu les vidéos de casting avant? Mais non. Ok. Non, nous, on arrive, on les découvre comme le public le premier soir. Donc, la première évaluation, c'était génial. Et je me suis dit, wow, c'est trop bien, je suis au château, première évaluation, on est là derrière, on va écouter ces jeunes artistes. Et à partir de ça, on va les faire avancer. La Starac s'est filmée en permanence. Quelle est la différence entre un cours de chant donné face à des caméras et un cours de chant pour particulier en privé? Il y a une vraie différence? Zéro différence. Ah oui? Ah ouais. Ah non, moi T'as pas créé des répétitions, en tout cas des méthodes télévisuelles? Non, parce qu'en fait, c'est ma méthode. Ok. Ce que vous voyez à la télé, c'est comme ça que j'enseigne. Dans mes cours. Vous pouvez demander à tous mes élèves de conservatoire, de mon école, ils vous répondront la même chose. C'est dingue, on a l'impression d'être avec toi en cours. Pour moi, en tout cas, il n'y a rien télévisuel. Si ce n'est que, attention, regarde face caméra par là, à droite. Non, là, tu peux pas déborder. C'est très technique. La contrainte, pour moi, elle est technique, avec Jojo, l'asticot. Jojo l'asticot, qui est le cadreur, non, c'est ça? Oui, qui se déplace pour nous dire, attention, et puis il rampe parfois pour nous faire signe, non, 5 minutes, 3 minutes. Donc c'est drôle. C'était la contrainte technique, mais rien, ça ne change rien dans mon enseignement. Et l'exercice vocal qui fait le plus flipper les élèves? C'est quand les vocalises sont longues, parce qu'ils ont peur de ne pas mémoriser et donc de chanter faux. Une vocalise sophistiquée, ça les fait paniquer. Je ressens dans leur regard la panique, à juste titre. Parce que peut-être qu'eux ont conscience aussi, ils sont exposés, ils sont aussi en direct, on les voit à la télé. Donc oui, ça les fait flipper quand c'est trop long. Ces slips so chic. Oui. C'est quoi ça? Tu veux nous faire une petite démo? Moi, ça m'avait marqué quand tu l'avais dit. C'est des grandes phrases, hein, je crois. Ces slips sont so chic, certains sont en satin, pas certains, et ça c'est de la soie, c'est plus sain. Donc l'enjeu de cette vocalise, c'était d'articuler les sifflantes. Et avec les S, de sentir l'action diaphragmatique. Ces 6 slips, allez-y, dites-le. Ces 6 slips sont so chic. Certains sont en satin. Certains sont en satin. Ouais, certains sont en satin. Certains sont en satin. En satin, pas certain. En satin, pas certain. Et ça c'est de la soie, c'est plus sain.
Ouh là là. Voilà, mémorisation rapide, articulation de la sifflante du S, et ensuite on a les O, les I, les 1, tous les formants qui viennent s'articuler dans différentes parties de la résonance de la voix. C'est très fort. Avec quels élèves tu es resté proche? Paul, que j'ai vu hier en coaching, que j'adore. J'adore sa personnalité. Marguerite. Mais en fait, tous, parce que quand je vais les voir dans des events ou en concert à Bercy, on s'est tous retrouvés avec la joie au cœur. Donc, mais c'est vrai que Marguerite, Paul, Charles, Ulysse, Franck, il y a des atomes crochus. Oui, et Bonnie aussi. Donc, c'est difficile de ne pas tous les citer. Thomas, pareil, tu vois, j'arrive pas à te dire... Voilà. C'est quoi la plus belle déclaration qu'un élève ait pu te faire ou qu'un téléspectateur t'ait faite? Parce que parfois on a des compliments. J'ai eu tellement de compliments parfois, j'avoue, je me dis mais c'est pas possible, je mérite ça moi. Donc je leur procure du bonheur, qu'ils ont hâte de me revoir, que ils ont besoin de rire, ils ont besoin d'apprendre, de s'amuser en même temps, ce côté ludique, que les enfants sont ravis d'assister à mes cours. Là, j'ai reçu des vidéos je pourrais vous les envoyer, c'est très drôle, de 2 gamines de 8 ans qui refont le cours avec Marine. Drôle. Voilà, avec le jeu Chial. Donc, ça m'émeut, tout ça, voir que ça a un impact. Je ne pensais pas que ça pouvait toucher autant de monde. En parlant de ludique, Sophia, tu évolues entre le lyrique pur et la musique populaire, mais ton cœur balance parfois. On va voir ça. Carmen ou Lady Gaga? Les deux. Soirée opéra ou karaoké entre potes? Oh là là, karaoké entre potes. Verdi à Garnier ou comédie musicale à Mogador? Comédie musicale à Mogador. Une masterclass avec Maria Callas ou Beyoncé? Maria Callas. Ta playlist secrète du moment, c'est un air d'opéra ou de la variété italienne? La variété italienne. On aime bien, hein? Pour faire découvrir ta voix à un enfant, tu lui chantes une berceuse classique ou une chanson de Disney? Une berceuse classique. Et enfin, à la Starac, tu préfères coacher sur une chanson de Pavarotti ou de Whitney Houston? Les deux. Il faut vraiment que je choisisse? Non. Pavarotti, il aimait bien aussi faire de la pop et de la variété. Ouais. Donc je dirais Pavarotti parce qu'il avait cet ADN-là aussi. Tu as construit ta carrière pas à pas. Est-ce que cette reconnaissance médiatique aujourd'hui a un goût particulier pour toi? Oui, alors tout à fait. Comme je disais, vraiment, c'est à la force du poignet. En travaillant, je me sens en paix. Je me sens apaisée avec mon petit enfant intérieur qui rêvait comme un enfant à Noël qui attend un cadeau. Et qui le déballe. Donc, je suis très heureuse et j'ai beaucoup de gratitude pour ce qui m'arrive. Si tu devais remercier une personne qui a changé ta vie, ce serait qui? Ma mère. Qui a dit, allez, vas-y, va vivre ta vie et fais ce dont tu as envie. Qui a changé ma vie parce que ma mère voulait être chanteuse lyrique, donc elle a orienté... oui, quand j'étais dans le ventre de ma maman, elle se concentrait elle disait, mon Dieu, qu'elle ait une voix extraordinaire, qu'elle soit chanteuse, qu'on la voie à la télé. Donc, elle disait vraiment ça? Oui. Le miracle a eu lieu. C'est ça, c'est pour ça que je dis c'est ma mère qui a changé ma vie, parce que peut-être que j'étais vouée à une autre destinée. Est-ce que la télé a changé ton rapport à toi-même? Non. Parce que souvent à la télé, c'est différent. Parfois on l'accepte, parfois on ne veut pas se regarder. Ah, par rapport à ça, peut-être que si, là aujourd'hui, à mon âge, franchement, je m'accepte comme je suis. J'accepte mes défauts, j'accepte de ne pas être parfaite, j'accepte d'être mal coiffée ou mal maquillée, ou peut-être... Alors pas mal habillée parce que j'adore la sape, j'adore les fringues, mais voir 1 kilo de trop, me voir avec des rides, c'est plus un problème. Voilà, je m'accepte et je me dis, mais en fait, c'est pas ça le plus important, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Cette fameuse authenticité dont tu parles depuis le début de notre entretien. Oui. Ouais. On va jouer à plus vite que l'éclair. Une question courte, une réponse éclair. C'est très simple. Hein. Ok.
Ton tube secret pour danser comme une folle. Dancing Queen, Une diva que tu rêverais d'incarner. Maria Callas. Ton rituel avant de monter sur scène. Me répéter une phrase, il n'y a pas mort d'homme, le trac est une vue de l'esprit. Une phrase que tu répètes à tous tes élèves. Respire, respire avec ton diaphragme. Une comédie musicale que tu rêves d'intégrer. Moulin Rouge, mais je suis trop vieille. Mais non. Une série que tu regardes en cachette. Sex and the City. Un classique. Ton dernier fou rire. Hier avec mon mari. On ne rentrera pas dans les détails. Si tu n'étais pas artiste, tu serais Avocate. avocate. Hein. Ouais. Défendre les innocents. Ouais. Et enfin, un rêve encore inassouvi. Faire le tour du monde. C'est encore ouvert, j'ai envie de dire. Ah bah oui, Ouais, bien sûr, il faut juste avoir le temps. C'est ça. Bon, Sophia, tu es une femme libre, passionnée, entière. Tu inspires beaucoup de gens sans le chercher, j'ai l'impression aussi. Ouais. Ouais. Quel message tu veux faire passer à ceux qui doutent d'eux-mêmes, qui n'osent pas se lancer dans une aventure artistique? Je leur dis que dans la vie, tout est possible avec une réflexion sur ses propres désirs. J'insiste là-dessus. S'individualiser, exister en tant qu'individu, ne pas être dans le désir des autres. Donc, être vraiment aligné avec ses valeurs profondes. Tout est possible. Réaliser ses rêves, c'est à la portée de tous. Alors évidemment, c'est pas magique. Avec du travail, de la volonté et l'envie et la foi. La foi. La foi. Croire. Croire en soi, croire en ses désirs. C'est ça. Croire à la Et croire possibilité d'y aussi, et croire aussi à ce qu'on ne maîtrise pas. Mhm. À cette force au-dessus qui nous accompagne et qui nous guide. La foi, c'est très important parce que c'est un repère qui est dans l'intime et qui nous permet de se dire que tout est possible aussi. Donc le hasard n'existe pas. Ah oui, ça c'est sûr. Je crois aux coïncidences, je crois à la destinée, Aux synchronicités. aux synchronicités. Je regarde les heures miroirs, j'adore ça. Tu tombes souvent sur des 11h11, 12h12. C'est incroyable. J'allais te dire 11, 11, 11. Je suis tombée tout à l'heure sur ça. Incroyable. 3 fois 11. Ça veut dire qu'on est connecté à soi-même. Oui, c'est ça. Qu'on est sur le bon chemin. Oui, tout à fait. C'est bien d'avoir des croyances. Bien sûr, et ça nous porte aussi vers de nouveaux projets. Si tu pouvais envoyer un message WhatsApp à toi d'il y a 20 ans, qu'est-ce que tu lui écrirais? Je me dirais, je t'attends. Je te donne rendez-vous à tel endroit. J'y serai. Merci Sophia Ben d'avoir merci, partagé Maxime. ce moment suspendu avec toi, d'avoir partagé ton parcours et tous tes jolis projets qui arrivent et qui vont cartonner, j'en suis persuadé. Merci. Merci à vous chers auditeurs de nous avoir suivis, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!